Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Il y avait encore des supporters de Liverpool samedi soir au Stade de France. Ils sont terribles ces supporters. On les voit une nouvelle fois ici forçant les grilles du stade pour pénétrer dans l'enceinte. Le plus étonnant, c'est qu'il n'y avait pas football samedi soir. Il y avait rap avec Monsieur Booba, le patron du rap français. Plus de 80 000 spectateurs, une ambiance de fou, une méga réussite, pas d'incident majeur, si ce n'est une nouvelle fois ces hooligans venus d'outre-Manche qui viennent perturber désormais régulièrement les soirées en Seine-Saint-Denis. Pas de réaction place Beauvau, on s'habitue désormais à ces mouvements entre la France et l'Angleterre. Le prochain événement au Stade de France est programmé le 22 septembre. D'ici là, God save the Queen. Il est 9h, Audrey Berthaud. 6 ans après, le procès de l'attentat de Nice s'ouvre aujourd'hui à Paris. Le 14 juillet 2016, au volant d'un camion, Mohamed Laoueche Boulel avait foncé sur la foule rassemblée sur la promenade des Anglais. 86 personnes étaient décédées et plus de 400 blessées. 8 personnes, 7 hommes et une femme, vont être jugées à partir de 13h30. Depuis jeudi, les stations d'une grande enseigne ont été littéralement prises d'assaut. En cause, la réduction de 20 centimes accordée par le pétrolier qui s'ajoute à celle du gouvernement de 30 centimes. Le phénomène a pris une telle ampleur que ce week-end, certaines stations n'avaient plus aucun carburant. Enfin, du football, Monaco s'est imposé hier face à Nice 1-0 pendant la 6e journée de Ligue 1. Le club comptabilise 8 matchs sans défaite, 6 victoires et 2 matchs nuls. Monaco se place maintenant à la 10e place avec 8 points. L'OGC Nice occupe de son côté la 16e place du classement avec 5 points. Et vous aurez compris bien sûr qu'il y avait du second degré dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Je salue Elisabeth Lévy qui est avec nous. Je salue Jean Messia, président de l'Institut à Apollon. Je salue Gérard Leclerc que j'aime voir sur ce plateau régulièrement avec nous et qui a célébré son anniversaire. Vous êtes donc rien vous cacher. Vous êtes né sous le signe de la Vierge. Je suis vierge. Et je rappelle qu'aucun dictateur n'est né sous le signe de la Vierge. C'est important. Et qu'il y en a beaucoup dans nos métiers, dans les métiers des comédiens. Le nombre de gens qui sont vierges, Michel Drucker, Philippe Labro, Yves Calvi. Vous m'inquiétez là, Pascal. Bah c'est vrai. Après la sorcellerie, l'astrologie. C'est un signe qui ne produit pas de dictateur. Je ne peux que le rappeler. Yann Moix, la Moix au tech. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure. Suspense. À la fin. À la fin. On ne dit pas, puisqu'à chaque fois, vous allez revisiter un classique et vous nous direz pourquoi et comment le lire. On recevra d'ailleurs Alexandre Jardin qui sera avec nous tout à l'heure pour un livre qu'il a écrit, Les Magiciens. On va parler de Booba. Moi, j'aime bien Booba en plus. Je trouve que c'est sympathique. Ouais, c'est sympathique. C'est de la musique rap et c'est intéressant à écouter, comme toutes les musiques. En revanche, est-ce que Gauthier Lebret est là ? Il est en train de s'installer. Donc, pourquoi Gauthier Lebret est là ? Parce qu'il a écouté Éric Zemmour. C'était le grand retour d'Éric Zemmour, aujourd'hui médiatiquement. Qu'est-ce qu'il a dit ? Pourquoi revient-il ? Est-ce que c'est sa dernière chance ? Je voulais avoir un peu une synthèse. Bonjour Gauthier. Bonjour Pascal. Qu'est-ce qu'il a dit, Éric Zemmour ? Alors déjà Pascal, il a dit « j'ai douté, j'ai failli m'arrêter ». Donc ça c'est quand même une information juste après l'échec de la présidentielle et évidemment des législatives. Mais il dit avoir regardé le spectre politique et être le seul à proposer cette proposition politique particulière. Et Éric Zemmour, il veut se rassurer en regardant ce qui se passe du côté de l'Italie, où vous savez, il y a une coalition à droite menée par Giorgia Meloni. Il dit en 2018, elle faisait 4% et aujourd'hui, elle est en passe de gouverner l'Italie. Donc effectivement, il espère que ça arrivera pour lui. Il dit tout peut arriver. Éric Zemmour, alors après, il est revenu sur sa campagne présidentielle, sur les thèmes qui ont émaillé cette campagne, les échecs, les réussites. Alors sur le pouvoir d'achat, on lui pose la question sur le pouvoir d'achat en lui disant vous n'avez pas du tout eu la même stratégie que Marine Le Pen et ça vous a sans doute coûté cher. Alors il répond Éric Zemmour, moi je m'intéresse à la France avant de m'intéresser à la vie des Français. C'est ce que d'ailleurs beaucoup lui ont reproché pendant cette campagne présidentielle. Il y a même un proche de Philippe de Villiers qui dit dans les colonnes de l'Express qu'Éric Zemmour aime la France mais n'aime pas les Français. Alors ensuite il est revenu sur les différentes actualités du moment, sur l'imam Iqwisen. Il dit que Gérald Darmanin s'est ridiculisé. Et puis il est revenu aussi sur cette polémique, et ça c'est intéressant parce que c'est aussi lié à la campagne présidentielle. Vous savez, on a dit que c'était à partir du moment où la Russie avait envahi l'Ukraine qu'il a dégringolé dans les sondages, Éric Zemmour. Alors pour lui, il n'y a pas de lien de cause à effet, puisque Marine Le Pen n'a pas dégringolé et Jean-Luc Mélenchon donc pareil. Pour lui, c'est un problème d'électorat, mais on en a déjà parlé. Il est revenu sur les propos de Ségolène Royal, vous savez, qui a dit douter des crimes de guerre commis à Boutcha ou dans cette maternité en Ukraine.
Elle a dit je suis pas sûr. Elle n'a pas dit exactement ça, mais bon, elle a dit qu'il y avait eu instrumentalisation de Mariupol et que précisément sur Mariupol et qu'il n'y avait pas eu de victimes à Mariupol, quoi, de personnes qui étaient décédées. Et elle a dit s'il y avait des smartphones, avec les smartphones aujourd'hui, on aurait ces images-là. Voilà précisément. Et elle parlait de la maternité où une maman est bien décédée, où on a eu des images d'une femme enceinte sortie sur un brancard. Mais elle n'a pas remis, comme c'est parfois caricaturé aussi, les crimes de guerre de Boutcha ou de Mariupol qui a été rasé, et Boutcha avec des dizaines de morts. Sur Boutcha, elle a dit qu'elle n'était pas sûre, alors que des dizaines de confrères sont allés sur place et ont filmé effectivement ce qui s'est passé à Boutcha. Et sur la maternité, elle a dit douter alors qu'elle n'était pas sûre, alors qu'on a eu cette dame enceinte. Et Éric Zemmour dit elle est courageuse. Là, on a un problème de son, j'ai l'impression. Je ne sais pas si on a un problème de son, Marine Lançon. Non, on vous entend. On vous entend. Donc il a dit sur Ségolène Royal, elle est courageuse. Bon. Elle est courageuse. Bon, on arrête, Gauthier, parce qu'on a un petit problème dessous. Marine Lançon, est-ce qu'on a un extrait? Parce que j'ai écouté, alors on va notamment ce qu'a dit, c'est intéressant, ce qu'il a dit sur Ségolène Royal, puisqu'il a défendu Ségolène Royal ce matin, donc c'était sa retour médiatique. Je le cite d'ailleurs parce que c'est la moindre des choses, il était ce matin sur BFM. Écoutons Éric Zemmour. Bien sûr, oui, j'ai douté, c'est vrai. Vous avez raison, j'ai réfléchi, j'ai pensé, je pensais m'arrêter. Et puis, vous savez, je me suis dit deux choses. D'abord, moi, j'ai jamais me suis jamais lancé dans la politique pour avoir des postes, pour avoir dirigé même un parti. Comme je vous l'ai dit, je me suis jeté à l'eau pour tenter d'arrêter la disparition programmée de la France. Bon, là c'est tout. Alors bon, rien de nouveau. La disparition programmée de la France, voilà, c'est un thème récurrent. Chacun pense ce qu'il veut de ce thème. Ce qui est intéressant, Elisabeth, c'est quand même dans le débat depuis la présidentielle, qui a vu la réélection d'Emmanuel Macron, il y a quand même beaucoup des diagnostics d'Éric Zemmour qui sont confirmés chaque jour. Donc la question, c'est je suis pas sûr que tout le monde partage. Je suis pas sûr que tout le monde partage cette analyse, mais bon. Si vous voulez, sur le délitement, sur l'ensauvagement. Enfin, il n'y a rien de changé mais depuis 6 mois. La France, elle n'a pas été changée depuis 6 mois. On est dans une continuité peut-être, mais il n'y a pas des choses qui ont fondamentalement changé. Non, je dis que ça continue. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi, alors que ces idées, quand même, on a le sentiment que beaucoup de gens les partagent ou sont diagnostiques, pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être précisément parce que beaucoup de gens ne le partagent pas. Ça peut s'entendre aussi. C'est possible, mais les sondages et les études ne donnent pas ce sentiment. Mais les préoccupations identitaires, sécuritaires et civilisationnelles avaient été écrasées pendant la campagne, à la fois par le pouvoir d'achat et par la guerre d'Ukraine. Une fois que ces deux problématiques ont commencé à refluer, on revient sur l'insécurité, l'identité. C'est pas tout à fait vrai non plus, parce que dans le Figaro, ça arrive en 4e ou 5e. Vous ne pouvez pas exclure qu'il y ait des erreurs de sa part, quand même. Jean Messia, vous connaissez mon honnêteté proverbiale. Souvent, moi, je parle de ces sujets-là. Je trouve que ces sujets m'intéressent. En tout cas, l'identité française, c'est un sujet qui m'intéresse. Je constate effectivement que ce n'est pas la préoccupation numéro 1 des Français quand on les interroge, puisque dans le Figaro, il y avait ce week-end. Le sondage du journal du dimanche, du journal du dimanche, pardon. Ça arrive en 5e position. La question n'y figure pas, c'est juste l'insécurité. L'islamisation, la question n'y figure pas. L'identité, la question n'y figure pas. Donc vous savez, un sondage, ça se travaille. Hein. Dire ça, c'est ça. Non mais attendez, c'est normal. C'est normal que les gens aient des préoccupations. On termine. Est-ce qu'on peut passer est-ce qu'on peut écouter voilà ce qu'il dit sur Ségolène Royal, parce que ça, il me semble que c'est intéressant, parce que Ségolène Royal, tout le monde lui tombe dessus. Tout le monde lui tombe dessus, parce que c'est ça qui m'agace en fait dans cette doxa médiatique, c'est-à-dire que on déforme ce qu'elle a dit parce qu'elle n'a pas dit exactement ce qu'on lui prête. Bon, et elle a simplement émis l'hypothèse qu'il y avait eu instrumentalisation de ces images dans une campagne de guerre, en fait, ou dans une campagne de propagande. Voilà, nous sommes d'accord. Mais oui, nous sommes tout à fait d'accord. Écoutons Éric Zemmour. Moi, j'écoute Ségolène Royal qui est très courageuse, comme souvent. Elle ose affronter. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Vous êtes d'accord ? Je ne sais pas, là, sur cette histoire de la maternité, je ne peux pas donner mon avis. Ce que je pense, parce que je ne sais pas. Vous trouvez ça courageux, en tout cas ? Je trouve ça courageux, oui.
Au moins, elle pose des problèmes, elle pose des questions. Souvenez-vous, en Irak, on a eu la même chose. Les Irakiens avaient, soi-disant, tué des dizaines d'enfants dans une maternité, puis on a découvert que c'était faux. Je ne dis pas que c'est le cas ici. Je préfère préciser. Quand même. Yann Moix, ce qui est vrai que c'est intéressant dans la doxa médiatique, c'est qu'il y a les bonnes images et les mauvaises images. Et parfois, on ne met même pas de doute sur les images que nous recevons. Pourquoi ? Parce qu'elles vont dans le bon sens. L'ennemi, c'est la vie. Avoir un avis, c'est déjà le début de la fin. C'est-à-dire que si vous avez une intuition, une opinion personnelle, normalement, si tout va bien, vous êtes un homme ou une femme morte. C'est plus possible. C'est surtout si vous avez une opinion nuancée, qui ne s'inscrivent pas dans le bien et le mal. La dernière fois que j'ai entendu parler de la nuance et que j'ai entendu des choses nuancées, c'était au XXe siècle. Les obsèques de la nuance ont déjà eu lieu, c'est bon, c'est enterré. La nuance est morte aux alentours des obsèques de Jean-Paul Sartre dans les années 80. Notre ami Gérard Leclerc, c'est un homme nuancé. Mais je ne dis pas qu'il n'y a plus d'hommes nuancés, mais Gide disait le monde sera sauvé par quelques-uns. Alors nous sommes quelques-uns qui élevons encore quelques pousses de nuances, mais c'est déjà criminel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société binaire, nous sommes sommés de choisir un camp. Et là, en Russie et Ukraine, on est sommés de choisir un camp. Et on s'aperçoit souvent que la vérité, en fait, est quelque chose qui doit demander un peu de temps. C'est-à-dire que c'est comme la trahison qui est une question de date. Là, si vous voulez, avec du temps, on s'aperçoit que celui qui avait tort avait peut-être raison et toute l'histoire des hommes est faite que de ça. Un peu de temps. C'est pas moi que vous allez dire qu'il faut pas de la nuance. Je cultive la nuance et ça me vaut souvent des remarques, etc. Je comprends également. Mais vous récoltez pas je comprends également qu'il faille douter. Il faut toujours douter. Il faut toujours questionner. Oui. Et là-dessus, quand j'entends qu'Éric Zemmour a douté après, je trouve ça tout à fait normal et très bien. Dans le cas de Ségolène Royal, quand même, là, je suis moitié d'accord. C'est pas parce qu'on doute que tout se vaut. Dans la guerre d'Ukraine, il y a clairement un agresseur qui commet des crimes épouvantables, qui commet des crimes épouvantables, et un pays qui est victime, qui est martyrisé. Et donc, remettre en cause, comme ça, sembler remettre en cause, jusqu'à preuve du contraire, j'attends qu'on m'apporte les preuves contraires. À Mariupol, il y a bien eu une maternité qui a été bombardée. À Boutcha, il y a bien eu des crimes de guerre qui ont été commis. Et donc, donner comme ça le sentiment, reprocher à Zelensky de faire de la communication. Mais bien évidemment qu'on fait de la communication. Non mais Gérard... Quand le général de Gaulle fait l'appel du 18 juin, c'est de la communication. Mais il faut faire de la communication. Mais attendez, là, vous parlez simplement, d'une guerre. Vous ne pouvez pas mettre sur le même plan les victimes, les martyrisés et les agresseurs. C'est ça ce que je reproche à Ségolène Royal. Dans les guerres, vous connaissez ce livre qui s'appelle The First Casualty, la première victime de la guerre. C'est la vérité. C'est-à-dire que moi, j'ai connu les guerres en Yougoslavie, et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un agresseur et un agressé. On nous racontait n'importe quoi, avec que des gentils d'un côté, que des méchants de l'autre. Et pardonnez-moi, les Américains, on est allé faire la guerre en Irak. Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Le truc le plus les Palestiniens, juste pour l'histoire... Les armes de destruction massive n'ont jamais existé. Juste pour l'histoire des... Et elles ont mis le feu à la planète. Absolument. Cette guerre a mis le feu à la planète. Il faut quand même rappeler que les Américains ont juste mis le feu à la planète. Vous avez parfaitement raison. Je voudrais juste... Excusez-moi, mais dans les guerres... C'est pas, vous appelez ça de la communication parce que quand c'est les Ukrainiens et de la propagande quand c'est les Russes. Excusez-moi, tout le monde fait de la propagande. Tout le monde. Ah bon, il y a une démocratie. En Ukraine, il y a une démocratie, oui. Tout le monde ment. Restons sur Zemmour. Mais la question de Pascal n'était pas celle-là. La question de Pascal était est-ce qu'un individu a le droit de dire quelque chose sans être vilipendé ? C'était simplement. Mais surtout, ce qui me frappe, et intuitivement, ça doit être mon caractère, ma nature, quand tout le monde tape sur quelqu'un, je me dis pourquoi ? J'ai entendu ce matin les éditorialistes depuis 3 jours sur Ségolène Royal, mais se déchaînant et utilisant des mots, elle a perdu la tête, elle est complotiste, elle est conspirationniste. Mais enfin, moi j'ai pas d'action avec Ségolène Royal, mais enfin je trouve ça absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est toujours la même procédure. Si tu ne rentres pas dans la doxa, on n'attaque pas tant le raisonnement que le raisonneur. Et on l'a détruit personnellement. C'est pas convenable. Vous écoutez des mauvaises radios. Mais vous savez ce que je pense de la doxa médiatique. Ils ont oublié Timișoara, en Roumanie. Oui.
Déjà en 89, on nous avait dit une fait des fausses communes, des massacres. Nous sommes d'accord. Pas la peine de rappeler ça. Nous sommes d'accord. Jean Messia. Bon. Jean Bressia, on finit avec Zemmour. Est-ce que c'est rétabli la liaison avec notre ami C'est compliqué. Gauthier Lebret? J'espère. Avec le premier étage. Ah, comment? Pascal. Non, parce qu'il est très très loin, Gauthier. Notre envoyé spécial. Gauthier Lebret, vous me rappelez un peu la fusée Artemis. La fusée Ah, ça Artemis, décolle on nous a jamais, dit, hein. c'est un truc technologique extraordinaire. Ça fait 3 fois qu'elle part fort. Les ingénieurs de C'est la un peu la NASA. même chose avec notre nouvelle cage. Génial, on va partir, etc. Bon, ça marche pas. Bon, là, ça marche, nous. On est mieux que la fusée Artemis. Gauthier Lebret, Oui, Pascal. vous avez voulez décidé de savoir vous raser un jour ou c'est vous traversez? Non, c'est pour faire votre plus sérieux. niveau. Et vous, est-ce Le que vous jour allez de vous l'entrée raser de un jour? Zemmour Je me à rase si l'Élysée, vous il vous sera rasez. C'est l'effet Zelensky. C'est l'effet. Bon. Vous pourriez venir avec un t-shirt vert Kaki. comme ça, si vous voulez, kaki, hein, vous ressemblez effectivement, il y a un faux air. Bon, dites-moi, sérieusement, parce qu'il Oui. faut parler sérieusement, qu'est-ce qu'il a encore dit, Éric Zemmour? Bon, je pense qu'on a fait le tour de Bon, tout ce rien qu'il a de pu nouveau. dire. Rien de nouveau, mais ce qui est intéressant par contre, ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, c'est sa rentrée politique et il tient un premier meeting dimanche, non loin d'Aix-en-Provence, et ses universités d'été, les universités d'été de Reconquête, pour tenter de se relancer, alors que vous avez un Rassemblement national très puissant avec 89 députés. Évidemment, il vise les européennes, mais pour les européennes, il aura face à lui Jordan Bardella, qui pourrait normalement eh bien, prendre pour de bon la présidence du Rassemblement national. Il y a eu des défections aussi, hein. Philippe de Villiers a disparu. Les Gilets jaunes qu'il avait rejoint, qui était un peu sa fibre sociale, Jacqueline Moureau a quitté le parti en disant qu'Éric Zemmour avait dit dans une réunion eh bien, que les classes populaires étaient analphabètes. Donc Gilbert Collard, la semaine dernière, a dit que les élections au sein de Reconquête eh bien, n'étaient pas démocratiques, puisqu'il a fait voter ses adhérents pour le bureau exécutif de Reconquête. Donc là aussi, il y a eu du grabuge avec Gilbert Collard. Et Donc s'y il y a connaît, Gilbert Collard. plusieurs problèmes à régler pour Éric Zemmour, effectivement. Je souris parce qu'effectivement, non mais dans les partis politiques, effectivement, je souris dans les partis politiques, disons-le. Parfois, les élections ne sont pas toujours les plus démocratiques. Parfois, non. Mes illusions sont en train de tomber Merci. en entendant des choses pareilles. Merci beaucoup, Gauthier C'est un Lebret. plaisir, Pascal. Merci beaucoup. Alors, Bouba, sauf si vous voulez dire un mot sur Éric Zemmour, mais qui prendra la parole donc manifestement la semaine prochaine. Bouba, ça m'a fait, j'ai un peu, je suis amusé tout à l'heure avec ça, parce que les images, c'est les mêmes images que le Stade de France le soir de la finale de la Ligue des Champions. Vous voyez le sujet de Marie Sabourin. Des dizaines de jeunes forcent l'entrée du Stade de France. À l'affiche, le rappeur Booba. Les stadiers tentent de les arrêter, mais sont vite dépassés. Ils ont forcé le passage, le portique de sécurité. Ils étaient après juste en face de moi, debout, à agresser certaines personnes, à insulter certaines filles parce qu'ils voulaient absolument prendre la place et être devant. Alors y a-t-il des défaillances? Selon les syndicats de police, c'est une évidence. C'est des stadiers, donc des agents de sécurité privés qui doivent gérer les portes d'accès au stade et dans l'enceinte du concert qui ne sont pas prêts. Il n'y a pas eu de garde à vue parce que vous savez, il y a la jurisprudence Ligue des Champions où toutes les personnes, je rappelle plus d'une trentaine, avaient été interpellées et remises dehors par la justice parce que l'infraction d'intrusion dans un stade n'est pas retenue par le parquet de Bobigny comme étant une poursuite devant la juridiction du jugement, c'est-à-dire le tribunal judiciaire de Bobigny. Pour mettre fin à ces incidents qui se multiplient, certains recommandent la reconnaissance faciale. C'est la banque de données qui va vous dire avec votre billet, ce monsieur-là peut passer ou il ne passe pas parce que je le reconnais pas. Pour l'heure, aucune interpellation concernant ces faits n'a été réalisée. C'est vrai que si tu fais passer devant un tribunal des gens parce qu'ils ont forcé une grille, c'est pas le délit le plus. Oui, mais mais c'est impossible, quoi. En fait, tu te rends bien compte que là, en fait, c'est l'illustration qu'il n'y a plus rien à faire. Tu vas pas les mettre en prison non plus. Donc, visiblement, vous aimez la musique de Booba. c'est pas que j'aime bien, mais bon. À chaque fois qu'on parle de Booba, on n'en entend parler que pour des bagarres, des trucs avec les autres. Alors je vous avoue que oui, je ne sais c'est pas Booba qui est responsable. Des gens qui font Mais lui n'y est pour rien. Yann. Je vais vous dire quelque chose. Des jeunes gens, très jeunes, se sont rués sur eux, les policiers, avec des barres de fer, les ont pulvérisés avec une hargne inouïe, puis ont fracassé les portes pour entrer. Éberlués et sanglants, les policiers se sont empressés d'appeler des renforts. 30 mars 1971, concert de rock et pop au Palais des Sports à Paris. Franchement, les concerts des Doors, les concerts des Who, les concerts de Johnny, les concerts de Gilbert Bécaud étaient 100 fois plus violents que ce qu'on vient de voir. C'était pas les mêmes 15 publics. individus ont essayé de rentrer. En C'était fait, pas les mêmes publics. c'est conçu pour... Et alors? Non mais je veux dire, quoi? c'était des jeunes. c'est pas le même À l'époque, c'était des loupards. Il y a eu les punks
quand les Sex Pistols sont venus faire des concerts à Paris. Vous y étiez, non? Non, c'était à Boulogne en 1977. Donc je veux dire, si on considère qu'il y a de la violence dans les concerts de rock et avec des jeunes, on peut remonter aux années 70 et on trouvera des scènes 100 fois plus violentes que ce qu'on vient de voir. Yann a tout à fait raison et j'ai été témoin de ça. Je me souviens très bien parce qu'à l'époque, j'allais voir des concerts de rock et effectivement, il y avait même une sorte de débat qui s'était créé. Est-ce qu'il n'est pas, après tout, c'est normal? Vous imaginez avec des cheveux longs et une barre de fer. Vous imaginez très bien que moi, j'allais voir Jodassin, c'était plus calme. Donc, non, mais bien sûr qu'il y avait de la violence. C'est un discours qui est inaudible. Il ne s'agit pas de dire qu'on vit dans un monde où les choses sont nouvelles. Bien sûr que tout a toujours existé. La question, elle n'est pas là. La question, c'est l'intensité et la fréquence. Là, le Stade de France, on vient à peine d'en s'en relever. C'était il y a quelques semaines ou quelques mois. Ce qu'on vient de voir, c'était pas très intense. Peut-être, mais enfin, c'est quand même, ils ont forcé les grilles, etc. Ça aurait pu être intense. Voilà. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est exactement le même discours que j'entends sur la violence. Ah oui, mais l'insécurité, la violence, ça a toujours existé. On a toujours eu des bandes de jeunes avec des blousons noirs et des chaînes en fer, c'est vrai. Mais c'était pas le degré de l'ensauvagement que nous connaissons aujourd'hui. Non, mais Jean, pardon, mais moi, j'ai été un peu convaincu par les rappels de Yann. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qui est écrit sur notre écran, c'est-à-dire, vu qu'on a déjà une mauvaise expérience assez récente au Stade de France, est-ce que vraiment c'est pas possible d'assurer la sécurité à l'entrée de ce stade? Je pense. Alors, je vais vous dire, je pense, et ça, je ne crois pas forcément me tromper, c'est que si vous êtes fan de Booba et que vous êtes vous pouvez hésiter, si vous êtes un jeune, à aller au concert un soir en famille. Vous pouvez vous dire. Voilà, je sais pas, ça peut être chaud. Un concert des Clash aussi, c'était très chaud. Il y a eu des alors, IQSEN. Il y a eu des attentats au Stade de France. Donc c'est normalement une zone protégée. IQSEN. C'est pas une situation entre guillemets normale. C'est vrai que c'est. Non, merci Gérard. Mais oui, mais il faut le dire. Il y a quand même un petit problème, me semble-t-il. Je ne veux pas en rajouter, mais du côté du Stade de France, c'est à eux d'assurer. Ils ont suffisamment, j'imagine, ils gagnent suffisamment d'argent pour mettre des systèmes de sécurité qui fonctionnent. Mais bien sûr, on a du mal à recruter des stadiers. IQSEN. Alors moi, je suis très étonné parce qu'il y a eu une manifestation pro-IQSEN et je voulais commencer par ce tweet de notre ami Goldnadel qui a rappelé une évidence, c'est-à-dire que je rappelle que les manifestations de Français identitaires sont systématiquement interdites, a-t-il tweeté. Les islamistes et leurs soumis, eux, ont pignon sur rue. Les temps sont suicidaires, le sursaut ou le grand saut, a-t-il dit. C'est vrai que cette manifestation pour soutenir... Alors, je sais bien qu'on a le droit de manifester en France, bien évidemment, mais si les identitaires, eux, n'ont pas le droit. Alors que toutes les opinions ne se valent pas manifestement. Je voudrais qu'on écoute ce qui s'est dit sur la place de la République samedi et qui, personnellement, peut poser problème quand même. Ce journal, je le dis ici, alors qu'il y a des milliers de gens qui se sont rassemblés pour dire « je suis Charlie » en disant « je suis français ». Moi, je ne suis pas Charlie, je suis très français. Le journal Charlie Hebdo, avec ses lignes irrespectueuses, est une arme de destruction massive de notre pays. Parce qu'une communauté se constitue sur un respect mutuel. Nous dénonçons un état de fait, qu'il y a une islamophobie d'État en France. Une islamophobie institutionnelle. Dans ce climat politico, tout le monde a un rôle à jouer. Les musulmans ont le devoir de s'organiser. Oui, la France est islamophobe. Oui, c'est le pays le plus islamophobe de ça. Oui, il est raciste. Oui, il est pauvre. Oui, il est borgne les gilets jaunes. Oui, il est borgne les jeunes de nos cités. Oui, il tue. Oui, cet État doit cesser d'enculer. Donc voilà ce qu'on entend un samedi, place de la République. Oui, la France est islamophobe. Je ne sais pas si ce monsieur ça donne quand même envie de lui dire qu'il y a plein de pays islamophiles. Donc ce sont des leaders de diverses associations qui ont pris la parole. C'est bien qu'ils puissent se voir. Mais moi, je vous pose la question, mais je vous la pose après la pause. Oui. Après la pause. Il est 9h30, Audrey Berthaud. Moins d'une semaine après la rentrée scolaire, les
Ces agents qui assistent les enseignants en maternelle sont appelés à faire grève aujourd'hui à l'appel de la CGT. Ils réclament notamment une augmentation immédiate des salaires de 183 € net mensuels et exigent également une reconnaissance précise de la pénibilité de leur métier. L'euro atteint un nouveau plancher depuis 20 ans face au dollar. Il passe sous les 0,99 $ après l'annonce vendredi de l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream par le russe Gazprom. Depuis le début de l'année, la monnaie européenne ne cesse de s'affaiblir face au dollar. Enfin, la justice américaine a rejeté la plainte pour pédopornographie du bébé, aujourd'hui devenu adulte, qui figure nu sur la pochette de l'album Nevermind de Nirvana. L'album était sorti en 1991 et il s'était vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Un juge de Los Angeles a donc rejeté la plainte, notamment pour des motifs de prescription. Manifestation de soutien. Samedi, disais-je, une manifestation de soutien à l'imam Hassani Hussein a été organisée place de la République à Paris. Bon, il y avait 200 personnes, c'est-à-dire ces personnes. Et là, ça pose un problème pour le média que nous sommes, pour les médias en général. Est-ce qu'il faut même en parler ? C'est-à-dire, c'est donner une importance qui est 200 personnes en France, ou même quelques poignées de personnes. Bon, on pourrait le considérer aussi comme ça. Il y aurait eu 20 personnes pour défendre l'expulsion d'un néo-nazi. Je peux vous dire que toutes les matinales se seraient ouvertes là-dessus. Et on en aurait parlé pendant 2 semaines. Là, bizarrement, comme cette manifestation est conduite sous les auspices de la lutte contre l'islamophobie, c'est quelque chose qui a tendance à tétaniser un certain nombre de médias gaucho-progressistes. Ils n'en ont même pas parlé. Voilà. Voilà. Donc, ils sont tétanisés. Il y a quand même quelque chose qui s'est dit dans cette manifestation qui est extrêmement étrange. C'est pas parce que A implique B que non A implique non B. Je m'explique. Toute la journée, non mais je vous explique. Non, toute la journée. Je savais qu'on allait upgrader l'émission littérairement, mais mathématiquement, je vous explique. Toute la journée, et à juste titre, on nous explique, et à juste titre, que la lutte contre l'islamophobie ne passe pas par la lutte contre les musulmans. C'est-à-dire qu'être musulman n'est pas être islamiste. En revanche, là, il y a une erreur de logique très vicieuse. C'est-à-dire qu'ils renversent la logique, et en revanche, être contre les islamistes fabrique de l'islamophobie. Vous voyez le renversement ? Bien sûr. Et c'est ça qui se dit. Bien sûr. Celui qui veut éjecter un islamiste, et à juste titre aussi, devient mécaniquement un islamophobe. Voilà. Oui, mais parce qu'il considère que M. Hussein n'est sans doute pas un islamiste. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal qu'on les... Alors, écoutons Michel Onfray, qui a réagi sur ce sujet. Il y a une façon pour un certain nombre de gens qui sont des responsables politiques ou syndicaux de jouer avec le feu en nous disant qu'ils sont irresponsables et qu'ils ont envie effectivement qu'on puisse descendre dans la rue pour défendre des gens qui attaquent la démocratie, attaquent la République, défendent des idées misogynes, phallocrates, antisémites. J'ai fait un texte dans le journal du dimanche en montrant que l'islamo-gauchisme était antisioniste parce qu'il était antisémite, et on voit bien effectivement que des gens vont nous parler de respect du droit pour défendre des gens qui sont franchement antisémites. C'est-à-dire que je pense que ces gens-là se découvrent régulièrement dès qu'ils appellent à manifester dans ce sens-là. Je pense qu'on indique une mauvaise direction. Il y a vraiment des gens qui sont dangereux pour la démocratie. Ce sont tous ces gens qui estiment que des individus qui sont antisémites, qui sont misogynes, phallocrates et homophobes peuvent expliquer ce qu'ils ont à raconter sous prétexte que ça se ferait sous le régime du Coran. Et puis, Bernard Olivier était l'invité ce matin de Laurence Ferrari. Il a réagi également sur ce thème. Cette manifestation en défense de cet imam, c'est un encouragement à l'antisémitisme, un encouragement à la discrimination sexiste, un encouragement au mépris des femmes. Est-ce que tout cela est autorisé par la loi ? Non. Donc, la liberté d'expression, elle est totale jusqu'au point où on enfreint la loi. Donc, en l'occurrence, les excités que l'on a vus là hurler sur dans des micros pathétiques leur slogan de soutien, bah oui, ils sont hors la loi. Ils ne sont pas dans le cadre de la liberté d'expression. C'est faux. Non, puisqu'il n'a pas été condamné pour ses propos. Exactement, c'est ça. Parenthèse. Plus dramatique. Je l'ai dit, ce qui est intéressant, c'est que la France insoumise, c'est quand même cette fois-ci bien gardé d'y aller. Mais vous savez pourquoi il n'y a que 200 personnes ? Oui. C'est parce que en fait, il y a beaucoup de personnes ne sont pas venues parce qu'ils savent qu'il y a tous les services de renseignement de l'État qui sont autour de la manif et qui prennent des photos et qui alimentent leur base de données. Donc c'est pas parce qu'il y a que 200 personnes que cet imam n'est soutenu que par 200 personnes.
parenthèse. Bien sûr. Les Jeux Olympiques de Munich en 72 Ah ont été marqués par la prise d'otages et l'assassinat de 11 athlètes israéliens par un groupe de terroristes palestiniens. C'était le 5 septembre 1972. Un policier allemand avait été tué, ainsi que 5 des 8 terroristes. 3 autres ont été capturés. Je salue d'ailleurs Charles Bietri, parce qu'il nous écoute tous les jours ou régulièrement. C'est lui qui a failli avoir d'ailleurs le prix Pulitzer pour cela. Charles Bietri qui avait donné l'information, et c'est très dur, c'est très bien raconté d'ailleurs dans l'Équipe Magazine il y a 8 jours. Il a l'info, il est le seul au monde à l'avoir, il n'a qu'une source, quasiment, et il la donne tout seul. Je peux vous dire qu'il faut être en béton armé. Et c'est lui qui, à 2h31 ou 2h35, annonce sur le flash AFP: les athlètes israéliens sont morts, alors que le monde entier dit qu'ils sont vivants. Bon. Je voulais qu'on voit des images d'archives. Ça m'intéresse de ce moment que les plus anciens, dont les plus anciens se souviennent. Voyez ce petit montage que nous avons fait, et vous reconnaîtrez peut-être le visage et la voix de Jacques Idier, qui présentait l'information sur la une, le 13h en l'occurrence, du 5 septembre 1972. Dans le village olympique, les otages israéliens détenus par 5 commandos palestiniens attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Les Palestiniens menacent de les fusiller si 200 prisonniers politiques ne sont pas libérés en Israël. 5 jours avant la fin des Jeux, le 5 septembre, à 5h du matin, un commando de terroristes palestiniens de l'organisation clandestine Septembre Noir prend d'assaut l'appartement de la délégation israélienne, au cœur du village olympique. 2 athlètes sont abattus au cours de l'assaut, mais 9 autres sont pris en otage par les terroristes. La police allemande cherche à se faire pardonner sa formidable négligence, et ces tireurs d'élite finissent par ouvrir le feu sur les Palestiniens qui ont été transportés avec leurs otages sur un aérodrome militaire proche de Munich, où un 727 est prêt à décoller. Les Palestiniens détruisent alors à la grenade les 2 hélicoptères qui les ont amenés, massacrant sans hésiter tous les otages israéliens. C'est donc 11 victimes israéliennes et 5 terroristes qui paient de leur vie les affrontements israélo-arabes. Le lendemain, après une brève cérémonie funèbre, les Jeux reprennent. Et les Jeux ont repris, alors qu'aujourd'hui, Oui, sans doute, ils ne reprendraient pas. Et je voudrais vous citer, après, je vous jure, je vous donne la parole. D'accord, pardon. Parce que c'est très important et ça en dit beaucoup sur ce qu'est notre société aujourd'hui. Edoui Plenel, Edoui Plenel, notre Tartuffe national, avait écrit sous le nom de Joseph Krasny dans une revue qui s'appelait Rouge. Voilà ce qu'il avait écrit, qu'aurait dû l'exclure à tout jamais, parce que maintenant il avance masqué. Mais c'est le même, évidemment. L'action de Septembre Noir a fait éclater la mascarade olympique, a bouleversé les arrangements à l'amiable que les réactionnaires arabes s'apprêtaient à conclure avec Israël. Aucun révolutionnaire ne peut se désolidariser de Septembre Noir. Nous devons défendre inconditionnellement face à la répression des militants de cette organisation. À Munich, la fin si tragique, selon les Philistins de tout poil, qui ne disent mot de l'assassinat des militants palestiniens, a été voulue et provoquée par les puissances impérialistes et particulièrement Israël. Voilà l'homme qui souvent est une figure de proue pour tous les jeunes journalistes. Ils s'endorment, je le dis souvent, avec une photo d'Edoui Plenel au-dessus de leur lit. Voilà cet homme. Aujourd'hui, il peut avancer masqué. Voilà qui il est. Voilà ce qu'il a écrit ce jour-là et il n'a pas changé. C'était une. Alors, soyez-en sûrs, soyez-en convaincus. Pardon, d'abord, c'était la première fois, en 72, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que des Juifs sont tués parce qu'ils sont Juifs. Parce que c'est aussi le début d'une confusion, si vous voulez, où on s'abrite en gros derrière l'antisionisme. En fait, il y a déjà derrière cela un antisémitisme absolument virulent. Et vous avez cité Avery Brundage, je ne sais pas comment on le prononce, le patron du CIO de l'époque, qui avait demandé à ce que qui avait dit que les Jeux... Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui avait dit que les Jeux voulaient continuer. Je voulais dire qu'on en est toujours là, c'est-à-dire la confusion qui est faite aujourd'hui par des gens de LFI, par exemple, ou des gens de la NUPES, avec cette résolution sur l'apartheid. L'idée, si vous voulez, ces gens sont en fait des bourreaux. Les persécutés sont devenus des persécuteurs. Et c'est une des idées à la base de l'antisémitisme d'aujourd'hui. En tout cas, le texte
d'Edoui Plenel aurait dû l'écarter définitivement. Je ne parle pas de ce qu'il a fait après au Monde, etc. Je ne suis pas d'accord avec vous, Pascal, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était une époque extrêmement révolutionnaire, l'époque de 1972. Vous savez d'ailleurs que l'épisode des Jeux Olympiques a convaincu les Mao de ne pas passer à la lutte armée. Ils se sont dit, OK, on arrête. Donc, si vous voulez, le contexte fait qu'il y avait une sorte d'épidémie de radicalité dans ces groupuscules, et je pense qu'on a le droit, alors je sais qu'il y en a qui pensent que l'homme ne change pas, mais se précise, mais on a quand même le droit de considérer qu'un homme entre 1972 et aujourd'hui... C'est à géométrie variable, si vous me permettez, parce que ceux qui ont écrit des horreurs pendant la guerre ont parfois été fusillés, d'ailleurs, pendant la guerre, et n'ont plus le droit, ont l'indignité nationale toute leur vie. Je pense à tous ceux qui avaient mal choisi leur camp en 40. Donc c'est toujours un des... Non, mais les propos qu'il décrit là sont insoutenables. Mais, si je pense qu'aujourd'hui, il pense exactement... Non, mais vous qui fustigez à longueur de journée ce genre de réflexe trotskiste dont Plenel fait partie, qui considère aller chercher dans le passé de quelqu'un, et je suis bien placé pour le savoir, les armes pour l'abattre aujourd'hui, ça ne vous ressemble pas, Pascal. Enfin, vous êtes extraordinaire, t'es quand même responsable de ce que t'écris dans la vie. Laissez ça aux gens de France Inter. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce n'est pas vous, ça. Ah bon, alors d'accord. Je termine juste, excusez-moi. À longueur de journée, Pascal, vous vous battez contre les gens qui utilisent ce genre de méthode. Et moi, sauf qu'Edoui Plenel, s'il disait aujourd'hui différemment et autre chose, j'aurais pas de souci. Moi, je pense qu'il dit... Il est dans le prolongement sur ces sujets-là. C'est ça qui m'ennuie. Moi, je lis... sécularisé quand même dans son je lis Mediapart. Je lis les attaques qu'il fait. Je lis ses attaques sur le capitalisme. Je lis la société... Excusez-moi, mais là, vous mélangez... Excusez-moi, mais là, vous mélangez un peu tout. On a le droit aujourd'hui, ce n'est pas mon cas, mais on a le droit aujourd'hui d'être contre le capitalisme. On a le droit. D'autre part, vous ne pouvez pas, parce que vous avez dit des énormes bêtises il y a 50 ans, dire que vous n'avez plus le droit de parler. Enfin, de bêtises, le mot est faible. Vous me fascinez. Laissez-moi terminer. Les Plenel fait ça toute la journée. Aller traquer le passé des gens, il fait ça toute la journée. Mais donc, vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un, justement, de ce que vous lui reprochez. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, que Plenel ait dit ça il y a 50 ans, je veux bien, à condition... Attendez, je termine ma phrase. À condition qu'aujourd'hui, clairement, il reconnaît ce qu'il a dit une bêtise. Si ce n'est pas le cas, là, il y a un problème. Mais s'il reconnaît, s'il dit... Ce que j'ai dit il y a 50 ans, c'était une horreur, j'aurais jamais dû dire ça, etc. Excusez-moi, il n'est pas très loin. Dans ce cas-là, j'accepte. C'est pas le... Je veux dire, c'est pas exactement des bêtises, hein, je vous ai repris déjà une fois. Des horreurs. Bon, et vous, votre parole, pardonnez-moi, et vous savez l'amitié que j'ai pour vous, elle est un peu contaminée, puisque vous-même... Vous aviez... Oui, ça n'a rien à voir parce que moi, j'étais pas politisé. Vous aviez produit des dessins... non, mais moi, c'était les aventures de Lucky Luke et Auschwitz et de Schtroumpf à Dachau. Mais vous aviez produit des horreurs. Oui, mais c'est-à-dire que au fond, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, je vois aussi votre histoire personnelle. Mais la différence, c'est que vous avez dit j'étais le dernier des imbéciles ou une horreur. Bien sûr, et d'ailleurs, je ne vous cache pas, mon cher Pascal, que je comprends mieux pourquoi Edoui Plenel ne m'a pas cherché de noise au moment où j'ai eu ma polémique. C'est évident. Non, mais je suis une seconde. On a le droit de changer. Non, mais je sais, mais ce sont des horreurs. Et là où je rejoins Gérard, c'est qu'effectivement, ce qu'on aurait aimé, c'est que Edoui Plenel revienne sur ses propos. Mais il ne reviendra pas. C'est vrai. Mais si vous lisez Mediapart, il pense pas loin. Edoui Plenel et d'autres. C'est un révolutionnaire. Dans l'âme. Dans l'âme, c'est quelqu'un qui n'aime pas, il a le droit, notre société, notre modèle, et qui veut le détruire. Et tous les moyens sont bons pour le détruire. Et qui pense que les Israéliens sont les nouveaux nazis. Mais il n'a pas le droit de dire ce qu'il avait dit au moment de... Il pense que les Israéliens sont les nouveaux nazis. Ça, il n'a pas le droit. Et ben voilà, donc c'est ça le problème. Excusez-moi. À vous, Jean Messia, qui n'avait pas parlé. Moi, je m'attendais à un numéro spécial de Mediapart sur le devoir de mémoire par rapport à cet attentat. Edoui Plenel qui fait des devoirs de mémoire sur la terre entière, en Algérie, au Vietnam, en Indochine, etc. Il est où son devoir de mémoire, là? Rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans ce que vous avez écrit, Pascal Praud, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse, c'est le début de l'islamo-gauchisme, en réalité. C'est la matrice de l'islamo-gauchisme qui se déploie. C'est pour ça que je l'ai lu, c'est très intéressant. Qui se déploie aujourd'hui et qui irrigue, si vous voulez, à la fois les médias, les universités, le monde politique et compagnie. Voilà, donc moi,
Cette phrase à Munich, la fin si tragique selon les Philistins de tout poil qui ne disent mot de l'assassinat des militants palestiniens. C'est atroce, on est d'accord. Voilà, c'est exactement la même grille de lecture qui existe aujourd'hui sur la situation israélienne. Pascal Praud, à l'époque, la résolution récente sur l'apartheid. À l'époque, on est en 1972, la Deuxième Guerre mondiale, ça fait pas très longtemps qu'elle s'est terminée. C'est des Juifs qui sont assassinés en Allemagne et à Munich. Comment ne pas voir ce symbole? Enfin, c'est incroyable. Mélenchon. Alors, Mélenchon. Bon, d'abord, Mélenchon, bon, c'est anecdotique, bien sûr, mais bon, il vient faire un discours sur l'écologie, il repart dans un gros 4x4. Évidemment, ça fait sourire un peu les gens. Vous voyez cette image? Alors, bon, j'ai vu un tweet, mais non, regardez, il a un énorme 4x4, alors il a pollué. Monsieur Mélenchon, venez en trottinette, venez en Twingo. Vous êtes sûr qu'il n'est pas électrique, le 4x4? Ah bah non, il n'est pas du tout électrique. Alors, non, mais regardez, c'est SUV, c'est un gros truc là. Oh, ça pollue. Ça, vraiment, ça pollue. Bon, il y a Antoine Léaumont qui est député de la NUPS qui a dit Monsieur Mélenchon n'a pas de voiture, c'est une location. On prend toujours des Françaises, sauf quand l'agence n'en a pas, c'était le cas. Par ailleurs, c'est une hybride. Merci. On en est là, en France. Bon, aujourd'hui, elle a transporté 5 personnes. Alors là, j'ai pas s'il y a 5 personnes. Et le matériel pour faire le direct, moins polluant qu'une Presta avec camion. Donc voilà. Bon, plus sérieusement, il a fait un discours, alors que vous allez écouter. Il était à la braderie de Lille. Écoutons quelques extraits. Mathieu Rio. Jean-Luc Mélenchon, accueilli comme une rockstar à la grande braderie de Lille, acclamé par des centaines de supporters. Le discours du leader de la France insoumise est offensif, piquant. Quand on lui demande d'élever la voix, il n'hésite pas à brimer ses propres soutiens. Non, je ne parlerai pas plus fort. Je parle comme ça. Vous taisez, vous écoutez. Ça ne vous intéresse pas, vous en allez. Jean-Luc Mélenchon ne retient aucun coup. Sa première cible, la première ministre. Madame Borne qui dit « Les insoumis veulent le chaos ». Pardon madame, le chaos c'est vous, parce que c'est vous qui avez tout désorganisé et continuez à le faire. C'est vous qui êtes responsabilité de cette rentrée sociale pourrie. Le ton contraste avec son annonce d'une mise en retrait, comme le critique le philosophe Michel Onfray. Il pilote des députés alors qu'il n'est pas lui-même un député. Et puis on voit bien qu'il est dans une surenchère médiatique pour pouvoir exister médiatiquement parce qu'il y a à peu près que ça qui l'intéresse. De son côté, dans les colonnes du journal du dimanche, l'ex-premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve s'inquiète de la domination de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche. Il a écrit un livre intitulé « Qu'ils s'en aillent tous », mais lui est toujours là et il stérilise toutes les chances de la gauche de revenir au pouvoir. Bien décidé à diriger la bataille politique, Jean-Luc Mélenchon a réitéré son appel à une grande marche en octobre à Paris. Autoritaire, hein, il y a des mots qu'on ne devrait pas employer. Imaginez que Marine Le Pen ou Éric Zemmour avaient parlé à leurs militants respectifs ainsi dans un meeting, mais que n'aurait-on dit? On aurait invoqué le retour du Troisième Reich et de l'autoritarisme. Là, ça passe mais c'est vrai, mais il a raison. Au nom de la bienveillance mais franchement, et de la tolérance. Bien sûr, mais ça serait la une de France 2. Mais surtout la grande marche, excusez-moi. Ça serait la une. Le journal ouvrirait avec ça. Ça passe comme ça, il a perdu les élections. Et il appelle donc les gens à marcher sur Paris, si j'ai bien compris. Oui. Ça vous rappelle rien, vous? Mussolini en 22. Ouais. Voilà. Mais non, mais franchement, ce type n'est pas un démocrate, c'est tout. C'est vrai qu'il y a une indulgence, vous en conviendrez, parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, on suit tous la politique. Jamais vous n'avez vu un leader politique s'exprimer comme ça en disant bon, si vous n'êtes pas content, vous vous barrez. Dégagez, mais sans que personne ne dise rien. Là, il s'adresse. Non, mais c'est ça qui est incroyable. Mais c'est pas bienveillant, c'est pour ça. Il y a deux choses. Là, il s'adresse à son public, à ses militants. Et alors? Moi, sincèrement, ça me choque pas. Vous rigolez? En revanche, si je peux terminer, sur le fond, il est fabuleux. Sur le fond, effectivement, quand il dit qu'on lui reproche de vouloir le chaos. Et là, je rejoins ce que vous dites. Quand un leader politique, disent il faut mettre le désordre à l'Assemblée et dans la rue, là, effectivement, je trouve que ça pose problème. Parce que mettre le désordre, par définition, c'est assez inquiétant. C'est vrai, c'est très inquiétant, mais parlez à vos militants. Ça le regarde ses militants. Moi, réservez un traitement de Klebs à vos militants, excusez-moi. Je vous répète, ça le regarde, certes, mais lorsque Jean Messia dit si Marine Le Pen avait dit cela, est-ce que vous
vous pensez, Gérard, que la bien-pensance s'en serait, comment dire, pris, s'en serait occupé pour fustiger justement une dérive autoritaire, pourquoi pas du Rassemblement national, qui rappellerait les heures sombres. Vous savez, quand les heures sombres... La bête immonde. Est-ce que vous pensez ça, sérieusement? Franchement, moi, c'est pas... Bon, vous savez pas quoi. Non, vraiment, je suis beaucoup plus inquiet. Non, beaucoup plus inquiet sur le fond de ce que j'ai dit. Yann, un parti politique, un leader dont l'objectif est de semer le désordre à l'Assemblée et dans la rue, je ne trouve pas que ce soit une bonne chose. Yann, ce qui est toujours un peu gênant avec lui, Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il veut faire la politique de la table rase. C'est-à-dire tout revoir de la cave au grenier, des pieds à la tête. C'est-à-dire qu'en fait, c'est effectivement une France pas la table ronde. Qui existe depuis 1793. C'est celle de la Commune de Paris. C'est celle de la marche sur l'Assemblée nationale en 1848, en février 48. C'est vraiment cette France qui veut marcher sur la démocratie et parfois de manière blanquiste, c'est-à-dire avec... Vous la trouvez très différente de celle de février 34 ? Bon. Vous avez cité une marche sur l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais aimé faire. Il y a un truc intellectuellement que je n'ai jamais aimé faire, c'est d'établir une symétrie entre l'extrême gauche et l'extrême droite parce que je ne les mets pas tous les deux sur le même plan. Il me semble que la semaine dernière, vous disiez l'inverse. Non. J'espère qu'aujourd'hui, vous ne les mettez pas les deux sur le même plan non plus. Entre les députés du Rassemblement national et les députés de la France insoumise, entre ce qu'appelle à faire Jean-Luc Mélenchon et l'attitude de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, j'espère qu'aujourd'hui aussi, vous ne les mettez pas sur les mêmes plans. Je fais une exception pour Jean-Luc Mélenchon, effectivement, où je crois voir de temps en temps chez lui de l'extrême droite de gauche. Et non plus de l'extrême gauche. Et c'est vrai qu'il essaye de... Vous savez, juste un dernier mot, Pascal. Oui. Sergio Leone disait de Jean-Luc Godard, il ne fait pas de cinéma, il joue avec. Et j'ai l'impression que Mélenchon joue avec la démocratie. Bon, on va recevoir votre ami, parce que je crois que vous êtes plutôt ami avec Alexandre Jardin. J'aime beaucoup Alexandre Jardin. Bah oui, tout le monde l'aime bien parce qu'il a du talent, d'abord, et puis parce qu'il est créatif, parce que alors, lui, il se réinvente régulièrement. Il sait, et puis c'est vrai quand on pense à Alexandre Jardin, on pense à Pascal Jardin, qui était... un génie. Et en revanche, bon, vous êtes un peu attaqué, Gérard. Bon, vous avez rectifié, mais c'est vrai que beaucoup de gens disent Plenel se réjouissait de l'assassinat d'athlètes juifs en 72. Aujourd'hui, Gérard Leclerc déclare que c'était juste des bêtises. Non, il a dit horreur. Voilà, mais je vous ai, vous avez rectifié. Mais si vous me permettez, avec toute l'amitié que j'ai pour vous et la considération, votre indulgence. Au plus profond de vous, c'est de dire oui, Louis Plenel, oui, il a écrit des bêtises. Même vous, et vous l'avez dit naturellement, vous le diriez comme vous le diriez dans un dîner, ou etc. Oui, vous avez rectifié parce que je vous ai demandé de rectifier. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas idiot, c'est tout sauf idiot. Croyez-moi, c'est tout sauf idiot. Mais ça montre un logiciel que vous avez, mais c'est pas vous que je cite personnellement, vous et toute la sphère médiatique journalistique, c'est un logiciel où vous voyez Plenel, qui a quand même fait Le Monde, Toulouse, qui a fait témoigner Patrice Allègre, qui a fait quand même beaucoup de choses dans sa vie qu'on pourrait mettre en cause. Eh bien, il y a un logiciel, comme sur Mélenchon, d'une indulgence extrême. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je ne pense pas. Sincèrement, permettez-moi de défendre Gérard. Oui, mais moi aussi, il a dit horreur avant que vous le repreniez. Je ne pense pas. Il a dit tout de suite horreur. Je ne pense pas du tout. Je tiens à le défendre sur ce point. Je ne pense pas du tout être indulgent avec Mélenchon. Et je n'ai pas non plus de raison. Je ne veux pas vous raconter ma vie à l'être avec Plenel. Mais il se trouve que Plenel m'a attaqué personnellement, en plus sur une grande radio. Un jour où je faisais mon jogging, et vraiment j'ai trouvé ça pas bien du tout. Donc je n'ai aucune indulgence avec Plenel. Non mais voilà, point. Voilà, je vous dis peut-être c'est global. Dans le mot, j'ai employé un mauvais mot. Je parle en généralité. Bon, Monsieur Messia, je vais vous remercier puisque Monsieur Jardin arrive. Donc c'était toujours un plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes toujours ce président là de l'Institut Apollon, mais vous êtes tout seul. Donc, Non, mais ça c'est vous qui le dites. Bon. Il est l'Apollon. Il faut faire un travail journalistique pour voir qui on est.
Bon, je salue Ségolène Royal qui nous écoute et qui me dit vous avez été très objectif. On me dit que vous avez été très objectif ce matin, ce qui est vrai, ça ne m'étonne pas de vous. Votre liberté de parole, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Voilà ce que nous dit Ségolène Royal. Je la salue évidemment parce qu'elle est courageuse. Elle a toujours été courageuse d'ailleurs. Mais elle n'a pas dit la vérité. Oui, la vérité. Elle a exprimé une opinion. Elle a une opinion. Elle n'a pas Voilà. vilipendé pour ça. Elle a émis des... Merci, la pause parce qu'on est en retard, à tout de suite. Les magiciens, c'est le nouveau livre d'Alexandre Jardin chez Albin Michel. Il est avec nous, Alexandre, et c'est toujours un plaisir de le recevoir. Audrey Verberto, il est 10h. Au Canada, au moins 10 personnes ont été tuées et une quinzaine blessées lors d'attaques à l'arme blanche. Ça s'est passé hier dans 2 localités isolées du pays, dont une à forte population indigène. La police a lancé une chasse à l'homme pour retrouver les 2 suspects. À Gentilly, dans le Val-de-Marne, un immeuble occupé par 400 migrants sans abri a été évacué. Ils avaient trouvé refuge dans un bâtiment vide de 8000 m² voué à la destruction. C'est une association qui a aidé les migrants à pénétrer dans l'immeuble. Le responsable de cette association a été interpellé et placé en garde à vue. Enfin, en tennis, Caroline Garcia se qualifie pour son premier quart de finale à l'US Open. La numéro 1 française et 17e mondiale a remporté cette nuit son match contre l'américaine Alison Riske. Score final 6-4, 6-1. Demain, elle jouera contre la 12e mondiale, l'américaine Coco Gauff. On va être dans une seconde avec Noémie Schulz en direct du Palais de Justice, parce que vous savez que 7 hommes et une femme sont jugés à partir d'aujourd'hui. 3 d'entre eux comparaissent pour terrorisme en raison de leur lien avec M. Boulel, qui est l'auteur de l'attaque tuée par les forces de l'ordre le 14 juillet 2016. Je vous parle évidemment des attentats de Nice. Je ne sais pas si elle est déjà là. D'ailleurs, Noémie Schulz, elle est en train de se mettre en place devant le Palais de Justice. Mais Alexandre Jardin est là. On parlera de son bouquin, Les Magiciens. Et c'est quoi ce bouquin? C'est un ovni. C'est un ovni. Alors, il y a vos super-héros, vos découvreurs, les magiciens du quotidien, vos films. En fait, tout ce qui a changé votre vie dans tous les domaines, vous le mettez dans ce bouquin. J'ai mis 35 ans à le penser, Oui. à glaner et à explorer la pensée des gens qui me faisaient dérailler. C'est-à-dire qui me faisaient changer de point de vue. Que ce soit des héros du passé, des héros du présent, des rencontres d'anonymes ou de gens extraordinairement célèbres, de très grands politiques de la fin du Moyen-Âge, des Égyptiens, tous ceux qui ont eu des processus mentaux. Mais Louis XI, il vous a fait changer, par exemple, parce que mais là, il est dans le bouquin. Donc, en quoi Louis XI vous a fait changer? Les techniques de négociation de Louis XI sont totalement prodigieuses. Ah bah oui, mettez les gens dans des cages. Vous parlez. Mais oui, mais j'entends bien, mais bon, c'est pas... Mais tous ces gens, ils ont un énorme point commun. C'est que quand on les fréquente, enfin, c'est ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que j'écris ce livre, ils m'ont fait changer de plan. Ils m'ont fait changer de niveau de jugement et d'analyse. Si vous êtes dans un cauchemar, que vous courez, que vous avez un monstre au cul, vous pouvez lui échapper en courant. Vous pouvez vous réveiller. Et si vous vous réveillez, vous sentez bien que vous changez de niveau. Eh bien, tous ces gens, tous ces magiciens sont des gens qui m'ont fait changer de niveau. Non, mais ça, vous avez parfaitement raison. C'est très intéressant lorsqu'on écoute quelqu'un qui propose un autre angle de vue. Radicalement. Souvent, j'ai cité George Steiner pour ça. C'est-à-dire que sur tous les sujets, tu l'écoutais et il proposait une analyse qui était un pas de côté. Il y en a un autre, c'est Jacques Ellul. Je le dis aux téléspectateurs. Jacques Ellul qui écrit dans un vocabulaire très simple. Il regarde toujours différemment et ça te nourrit. Alors, Noémie Schulz est là parce que c'est important. C'est quand même aujourd'hui l'ouverture de ce procès de Nice. On rappelle évidemment que le principal accusé, si j'ose dire, n'est pas là. Il a été tué par les forces de l'ordre le 14 juillet. C'était l'homme qui avait foncé sur la foule à bord d'un camion, faisant 86 morts, je le rappelle, des centaines de blessés sur la promenade des Anglais. C'est un traumatisme évidemment extrêmement important. Sur les 8 accusés, 3 sont renvoyés devant la justice avec une qualification de terroriste. Qui sont les gens qui sont dans le box et que risquent-ils? Bonjour Noémie. Bonjour Pascal. Vous avez 8 personnes qui sont renvoyées aujourd'hui devant cette cour d'assises spéciale. 7 seront présents, un 8e est en fuite. Il se trouve probablement en Tunisie. 7 personnes, 6 hommes, une femme, qui aucun d'eux, c'est important de le préciser, n'est renvoyé pour complicité. C'est-à-dire que les juges d'instruction ont estimé
qu'aucune de ces personnes n'était au courant du projet très précis d'attentat de Mohamed Lawesh Boulel, le terroriste qui avait tué 86 personnes, vous l'avez rappelé. 3 personnes sont renvoyées pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ce sont les personnes qui l'ont aidé notamment à récupérer le camion et qui ont participé, qui sont montés dans ce camion dans les jours précédents l'attaque. Certains aussi sont renvoyés pour avoir fourni des armes. Les autres sont poursuivis, les 4 autres, pour des faits de droit commun. Parce que là encore, ce qu'ont retenu les juges d'instruction, c'est que personne ne savait son projet précis d'attentat. Et bien sûr, c'est une frustration énorme pour les parties civiles dans ce procès de se dire que l'auteur principal n'est pas là et que ceux qui sont jugés ne pourront pas forcément apporter d'explications précises sur les raisons de ce passage à l'acte, sur l'organisation de ce passage à l'acte, parce qu'ils n'étaient pas au courant de ce qu'ils préparaient. Ces gens étaient libres ? Alors, est-ce que les personnes qui sont jugées aujourd'hui comparaissent libres? Oui. Vous en avez 3 qui sont qui sont sous contrôle judiciaire. Les autres comparaissent libres. L'un est détenu, mais pour une autre affaire dans laquelle il est poursuivi. Et les peines encourues pour association de malfaiteurs terroristes criminels, la peine maximum est de 20 ans de prison. Pour l'un d'eux qui est en état de récidive, c'est la perpétuité. Et puis pour les autres, ce sont des peines plus légères qui sont encourues. Eh bien, merci beaucoup, Noémie Schulz, et on va suivre évidemment ce procès. Je vous propose de voir quand même le sujet de Sandra Buisson. C'est un témoignage chez Andrew, 4 ans, qui a perdu sa mère ce soir-là. Le 14 juillet 2016, Andrew et Amaury venaient voir le feu d'artifice sur la promenade des Anglais. Andrew avait 4 ans. Il a eu la vie sauve parce qu'il a lâché la main de sa maman, fauchée par le camion conduit par le terroriste. Aujourd'hui, les enfants parlent d'elle au présent et n'ont pas vraiment envie d'aller au procès. Peut-être qu'ils ne comprennent pas trop, mais je préfère quand même leur en parler parce que voilà, c'est parmi les étapes. Ils n'oublient pas, ils ont juste mis les choses de côté. Bruno n'était pas avec sa famille ce soir-là. Des audiences, il n'attend pas de miracle et dit n'avoir aucune haine, pas même envers Mohamed Lawesh Boulel qui a lancé son véhicule à pleine vitesse sur les victimes. Aguer Ben Aouissi non plus. Pour échapper à la mort, elle s'est jetée au sol entre les roues du camion avec sa fille de 5 ans qui est toujours traumatisée. Je ne le considère même pas comme un être humain. Pour moi, quelqu'un qui est capable de faire ça, de rouler sur des gens, sur des enfants, de chercher là où il y a le plus de monde et de monter. Moi, j'étais sur le trottoir, c'est l'endroit où il y avait le stand du bonbon. Et il est monté sur ce trottoir, il n'y avait que des enfants, que des parents avec leurs enfants qui achetaient des bonbons. Il y avait le stand du jouet juste après moi. C'est inhumain, c'est au-delà de la barbarie en fait. Ce procès, elle le voit comme une étape sur le chemin de la reconstruction. Elle qui a vécu comme un robot pendant de longs mois après l'attentat, ne sachant plus comment faire confiance. C'est un drame absolu, il n'y a pas... Ce qui m'a toujours frappé dans ce drame, c'est la captation de date. C'est-à-dire que le 14 juillet a toujours été une date de célébration et ce terroriste nous force à commémorer autre chose ce jour-là, comme s'il venait de souiller une date nationale. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le 14 juillet, pour un président de la République, ça veut dire le défilé et ensuite la commémoration de Nice. Il y a une autre chose qui est frappante, c'est le profil quand même de l'assassin. Je ne sais pas si vous avez lu son portrait, qui était un type qui tabassait sa femme, etc., et qui n'était pas... Il s'est radicalisé en un mois, en quelque sorte, si j'ai bien compris ce que j'ai lu. C'est-à-dire sur Internet, là, il n'y a pas de mosquée, même pas de mosquée vraiment. C'est en regardant des images de violence sur Internet, il s'est drogué à ça. Il s'est inoculé dans les veines de l'islamisme à toute vitesse pour pouvoir commettre ça. Comme s'il avait besoin d'une petite béquille intellectuelle pour passer à l'acte. Dans l'actualité également, alors ça c'est une information infiniment plus légère et qui m'a fait sourire, le directeur de TGV Intercité. Vous avez vu cette information? Il s'appelle Alain. Je l'ai vu il s'appelle Alain Krakovic. Je l'avais raté. Alors bon, c'est de la pub et en même temps il fait un peu sa pub, mais c'est assez dans l'air du temps. Il a interpellé l'équipe du Paris Saint-Germain dimanche pour avoir utilisé l'avion. On va voir pour son déplacement à Nantes vendredi. Alors que la SNCF propose une offre adaptée aux besoins du club. C'était samedi d'ailleurs le match. Le PSG a donc gagné 3-0 et les clubs de football voyagent en avion. Et il a dit ce que vous voyez là, PSG Nantes en moins de 2 heures en TGV inouï. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV
adapté à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et éco-mobilité. Bon, je veux dire, on en est là quand même aujourd'hui. Mais alors, Marquinhos, qui est un joueur célèbre du Paris Saint-Germain, voilà, il est dans son avion, le jet privé, et il avait mis cette image parce qu'effectivement, Nantes-Paris, c'est 380 km et toutes les équipes de football voyagent évidemment en avion. Non, mais cela dit, à part cette traque, vous voulez, qui devient insupportable, les patrons en jet privé, etc., ça paraît un peu... Vous devez mettre plus de temps à aller chercher votre avion au Bourget ou je ne sais pas où. Non. Non ? C'est un mélange de chlorophylle et de Stasi. C'est-à-dire pourquoi Stasi, je comprends, chlorophylle de totalitarisme vert, en fait. Il y a des injonctions quasiment totalitaires de respecter l'environnement. Oh, il essaye de vendre son train, là. Il fait surtout, il y a quand même, à mon avis, une part d'humour. Patron de TGV, Là, Stasi, et puis après toutes les... et puis on en parle, il a réussi son coup. Voilà, il a réussi un bon coup, il a fait de la pub. Bon, il ne faut pas tomber, le seul truc, c'est... Mais comme je pense quand même que c'est d'abord de l'humour, mais derrière ça, il ne faut pas tomber dans une démagogie absolue qui ferait que... Et par exemple, pour le PSG, il y a quand même des choses... Le temps est compté. Qu'on le veuille ou non, des fois le TGV n'arrive pas à l'heure parce que vous avez eu un problème sur la ligne, etc. Et puis si vous mettez Messi et Neymar dans un TGV, je peux vous dire que ça va être... dans un avion. Peut-être qu'en termes de... Non, c'est un avion privé. Avion privé. Peut-être qu'en termes de sécurité, c'est pas très simple. Le petit Lionel Messi est attendu. Je peux dire que ça va faire du monde. Mais bon, alors en plus, ce qu'il ne dit pas, c'est que les joueurs repartent tout de suite après le match. Voilà. Alors vous pourriez dire, ils pourraient partir en train et revenir en avion. Mais l'avion, quoi qu'il arrive, il irait les chercher à vide. Donc ce serait la même chose. Ça, c'est un bon argument, parce que sur le temps... Mais ça, c'est un très bon... Non, mais les joueurs, en fait, le PSG va jouer demain contre la Juventus. Le PSG était donc samedi soir à Nantes. À 23h, le match est terminé. À minuit et demi, 1h, je pense, ils sont tous dans l'avion. À 3h, ils sont couchés. Ils sont couchés. Ils sont posés à Paris, ils sont parfois en boîte de nuit après les matchs. Mais ceux qui sont les plus sérieux vont se coucher tout de suite. Se coucher tout de suite après. Cette traque est insupportable. Oui, mais c'est notre société. C'est notre l'empreinte carbone. Qui dit empreinte Non, mais qui dit empreinte dit traçabilité. Qui dit traçabilité dit délation. Qui dit délation dit etc. Bon, il y avait un sujet. Marabout bout de ficelle, oui. Oui, il y avait un autre sujet qui pouvait m'intéresser remarquez, puisqu'on parle de foot, parlons un peu de Pogba, parce que c'est une situation qui a manifestement un peu évolué. Voyons le sujet de Mathieu Rio avec les nouvelles informations. Vous aimez le sport Pas énormément. Non, j'ai l'impression. Non. C'est pas votre truc. Non. Ouais. Vous faites rien je vais me mettre à nager avec mon voisin de droite. Ah oui, non, il ne le sait pas encore. Non, mais lui, attendez, si vous mettez à nager avec Yann Moix, vous nagez combien de fois par semaine? Je nage tous les jours 3 km 3 de crawl tous les jours. Pourquoi 3 km 3? Parce que le bassin où je vais fait 33 mètres et je fais 100 longueurs. 100 longueurs? Oui, tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. À quelle heure vous faites ça? Je change d'horaire tous les jours. Ça dépend de mon emploi du temps. Mais vous l'avez fait déjà là ce matin? Non, je vais y aller cet après-midi. Et il y a du monde dans le couloir? Non, ça va. Et vous faites du crawl? Que du crawl. Combien Et vous avez des palmes? 1h05. Non, 1h05? Ça fait 1h05. Remarquablement. Mais vous n'avez pas de palmes? Je peux en mettre, mais en général, non. C'est dur le crawl, hein? Non, c'est ce qu'il y a de plus doux. La brasse, ça fait mal au cervical. Le papillon, c'est frimeur. Le dos crawlé, j'ai toujours peur de me cogner. Voilà, donc je fais du crawl. Oui. Non, mais ce qui est dur, c'est le souffle. Non, mais ça, non, ça vient, ça. Non, mais vous prenez un cours je dis aux téléspectateurs, vous prenez un cours avec un maître nageur, en 1 heure, vous faites un crawl tout à fait correct qui vous permet de régler ces problèmes de respiration. Et vous avez convaincu... non, mais vous savez pas ce que c'est, hein. Moi, je sais non, mais je vais convaincre. Le crawl, vous savez pas ce que c'est, hein. Là, je peux vous dire. Bon, est-ce qu'on peut le voir, le sujet Pogba? Parce que, en fait, je me... Vous croyez qu'on allait voir Yann Moix? J'imagine bien qu'il y avait un loup, vous auriez dû parler de Alexandre. Une vieille technique. Oui, mais je la connais. Mais pendant ce temps-là, on n'a pas parlé de son livre, qui est un excellent livre. Mais on va parler de son livre dans... Il y a un personnage dans son livre qui s'appelle Vitol Pilecki. S'il pouvait en parler 20 secondes, c'est extraordinaire. Non, je vous en répétez le nom.
Witold Pilecki. Witold. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Comme Michel Witold. C'est extraordinaire. C'est un des magiciens les plus extraordinaires du livre. C'est le seul homme qui a été... et qui pose d'énormes questions sur ce qu'on peut être en tant qu'être humain. C'est le seul homme qui a été déporté volontaire à Auschwitz, qui s'est fait déporter volontairement, qui a été volontaire lorsque l'armée polonaise secrète cherchait un agent à introduire dans Auschwitz pour établir un rapport chiffré, pour faire sortir le rapport, ce qu'il a fait. Il a établi un rapport chiffré qu'il a fait apprendre par cœur à un déporté pour que le rapport soit dans le cerveau du mec. Il les a fait sortir à 3. L'évasion a été réussie. Il a fait sortir son rapport. Et pendant ce temps-là, il était également missionné pour structurer l'intérieur du camp et l'ensemble des résistances pour prendre le contrôle des gardiens en cas d'attaque alliée. Quand il comprend que les Alliés ne vont rien faire, Pilecki dit « c'est insupportable », il sort. Il s'évade. Et Pilecki est une des pensées les plus puissantes parce qu'il est dans l'endroit où le psychisme humain est broyé. Il maintient sa structure psychique et il nous montre que si on maintient ce que l'on est, si on refuse d'être défini par autrui, on peut rentrer à Auschwitz, faire un rapport, le faire sortir, quand on n'est pas content, sortir. C'est un des... personne, moi je ne connaissais pas cette histoire quand je l'ai lu. Mais où est-ce que vous avez appris... La façon dont vous le formulez, c'est en gros que tout le monde aurait pu sortir. Non, c'est pas ce que je dis. Pilecki, pas moi. C'est-à-dire qu'il y a des êtres humains qui poussent très loin l'expérience humaine et qui nous informent sur ce que notre espèce peut être. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut. Même personne, à part lui. Même personne. Oui, mais alors, où est-ce que... Moi, je ne connaissais pas cette histoire. Et quand je l'ai lu, Pilecki est de ceux qui m'ont aidé à décamper de mon premier mariage. Écrivez-vous. Riche de 3 enfants, issu du désordre amoureux, ça me semblait insurmontable. J'avais tant rêvé de stabilité éternelle. M'en aller en essuyant 3 années de fracas a été mon petit héroïsme personnel d'enfant d'un siècle bourgeois. Mais où est-ce que vous avez appris cette histoire ? Alors, pourquoi personne ne la connaît ? C'est ce que je raconte dans mon livre. C'est qu'en réalité, quand on s'intéresse à la pensée différente, tous ces gens rentrent dans votre vie quand vous en avez besoin. Et ce qui est en train de se produire depuis que le livre est sorti il y a quelques jours, c'est que je vois bien qu'il y a tel ou tel magicien qui parle à telle ou telle personne, qui se documente, qui achète les livres. Mon livre est en train de faire lire énormément. Mais qui vous en avez parlé la première fois, Pilecki ? Depuis quand vous connaissez cette histoire ? Alors, Pilecki, je l'ai rencontré par une femme polonaise, qui est une spécialiste des grands singes, qui était une femme qui avait un rapport à la peur totalement particulier. Mais il y a longtemps ? Oui. Et donc vous connaissiez son aventure depuis longtemps. Mais Pilecki a eu une absence parce qu'il est tué à la libération par les communistes en Pologne, tout de suite, parce que c'est potentiellement un héros du nationalisme polonais. Donc les communistes le tuent. Ils le font disparaître, mais comme il a des enfants, à la chute du mur, au moment de Wałęsa, son nom remonte et aujourd'hui Pilecki est un héros en Pologne. Bon. On va revenir sur votre livre, bien évidemment. On verra également la Moixothèque. Mais le sujet Pogba. Vous le connaissiez ? Paul Pogba a-t-il vraiment sollicité un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé ? L'international français dément. Lors de sa seconde audition devant les enquêteurs, Paul Pogba invoque une autre raison. Selon nos confrères de France Info, il assure avoir versé de l'argent au marabout pour une association humanitaire qui aide les enfants d'Afrique. Aussi, il assure avoir les preuves pour étayer ses propos. Paul Pogba est aussi revenu sur le rôle de son frère aîné Mathias. Il disait l'avoir reconnu parmi les malfaiteurs qui lui réclament 13 millions d'euros. Selon la Star des Bleus, Mathias n'agirait pas de son plein gré, mais sous la pression des racketteurs. Pourtant, son frère lui a tout de même envoyé un message sans équivoque lors de son transfert de Manchester United à la Juventus Turin cet été. Tu penseras à nous maintenant que tu as reçu une prime à la signature. Autre révélation, la mère de Paul Pogba a subi des pressions jusqu'à son domicile en juillet. Le patron de la sécurité de l'équipe de France avait été sollicité pour la protéger. Il a été entendu par les enquêteurs. Thérèse ? Ah non, pas du tout. Pilecki, oui, mais alors Pogba, je n'aime pas qu'il existait il y a 15 jours. Non, moi j'ai quand même découvert... La semaine dernière, je vous rappelle que vous avez voulu tuer toute votre famille. Donc, non, mais il y a une semaine, je ne savais même pas qu'il existait. Ça fait réagir d'ailleurs, de dire. Bah, tant mieux. Moi j'ai quand même découvert quelque chose.
que je n'avais pas réalisé, c'est quand même la montée, pas seulement dans le milieu du foot, mais ailleurs, du recours à l'irrationnel, à la pensée magique. Ah non, mais je suis désolé. L'autre jour, quand vous avez interviewé ce marabout, il y a quelqu'un qui a cité un sondage que j'ai retrouvé, 28% des gens voient la sorcellerie. Louis Pauwels, le matin des magiciens, mais ça, 1969. honnêtement, ça a toujours existé. Bon, dernier sujet dont je voulais vous parler, c'est, alors ça aussi, ça a heurté l'opinion publique, bien sûr. On se dit, mais comment est-ce possible que la justice fonctionne comme cela ? Et vous allez voir, en amorce du sujet, le tweet de Philippe Bilger, et on ne peut être que d'accord avec lui, un homme condamné à 22 ans de prison en 2014. 22 ans de prison en 2014, c'est il n'y a pas longtemps, pour le meurtre de son copain près de la frontière suisse. Il sort, donc il est resté que 8 ans. Il a une permission de sortie. Permission de sortie. Déjà, tu te dis, tu mets dans la nature quelqu'un qui a été condamné à 22 ans pour meurtre et resté que 8 ans, il est dehors. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Il a poignardé de plusieurs coups de couteau. Il a de cutter un chauffeur de taxi. Voyez ce sujet de Mathieu Rio. Et vous l'avez vu, le tweet de Philippe Bilger ? Un nouveau scandale dans l'exécution des peines criminelles. Une permission de sortie pour un condamné à 22 ans pour le meurtre d'un ado de 14 ans. Il en profite pour agresser gravement un chauffeur de taxi. Pour les crimes de sang, il ne faudrait aucun aménagement. Voilà ce que dit Philippe Bilger. Il s'y connaît un peu. Il a été procureur pendant des années. Avocat général. Voyez le sujet de Mathieu Rio. L'agresseur du chauffeur de taxi est un récidiviste, évadé de prison. L'homme de 24 ans avait été condamné par la cour d'assises des mineurs en juin 2014 pour le meurtre de Maxime Roussel, un adolescent de 14 ans. Il purgeait une peine de 22 ans de réclusion criminelle au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Cet été, le 23 août, il n'avait pas réintégré sa cellule après une permission de sortie. Considéré comme évadé, il avait pris un train jusqu'à la gare de Lyon, à Paris. C'est là qu'il est monté dans le taxi. À Saint-Forget, dans les Yvelines, il agresse son chauffeur avec un cutter et vole le véhicule. Sa cavale n'aura duré que 48 heures. Grâce aux bornes téléphoniques, le suspect a été arrêté vendredi en Normandie. Placé en garde à vue, l'individu a été déféré au tribunal de Versailles hier. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre en récidive et vol à main armée. Bon, c'est toujours le même débat. Moi, je ne veux pas faire le journal des faits divers le matin, mais si c'est votre fille... Si c'est votre fille qui est agressée par quelqu'un dont vous apprenez qu'il a été condamné à 22 ans pour meurtre, qu'il est sorti au bout de 8 ans pour une permission de sortie, qu'est-ce que vous vous dites de l'État et de la justice dans laquelle vous êtes, Gérard ? Il y a deux choses à dire dans le cas précis. À l'évidence, c'est évident, la décision, le juge d'application des peines s'est trompé. Et il s'est lourdement trompé. Et heureusement, il s'est lourdement trompé. Mais qui décide ? Cela dit, dire qui... comme Philippe Bilger, que j'aime beaucoup, qu'il faut éliminer toute idée d'aménagement des peines, je trouve que c'est une folie. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'un des objectifs de la prison, c'est quand même la réinsertion. Et donc, on ne peut pas dire comme ça que vous prenez 22 ans, vous allez faire 22 ans. Il est normal que pour ceux dont on estime quelque part qu'ils se sont amendés, en tout cas qui ne présentent pas l'honneur, qu'on essaye progressivement... Non, c'est pas vrai, c'est justement pas automatique, c'est le juge d'application des peines. Non, c'est justement pas automatique. N'est pas sorti. Patrice Allègre a demandé à sortir. Oui, bien sûr. Il a refusé, donc il y a des contre-exemples. Oui, non, c'est pas automatique. Mais enfin, Patrick Allègre, heureusement, c'est comme Marc Dutroux, pardonnez-moi. Bien sûr. Sa femme et sa... D'accord, je veux dire... de Marc Dutroux, bien sûr qu'ils ne sortiront pas. Ils termineront leur vie en prison. Probablement. Et je pense que ça ne choquera personne. Vous êtes sûr de ça? Il y en a qui ne sont jamais sortis. Mais Pascal, il se trouve que de manière anecdotique, Alexandre m'a raconté cet été un épisode avec des travaux d'intérêt généraux qui sont assez intéressants. Peut-être que tu peux le raconter. Oui, c'est quand on avait lancé un programme pour augmenter le lexique des jeunes délinquants, on essayait d'obtenir dans un tribunal que je ne vais pas nommer parce que je n'ai pas envie on faisait prononcer des TIG éducatifs qui n'étaient jamais exécutés. Oui, parce que et quand je suis revenu voir les juges en disant « Attendez, vous déconnez ou quoi ?» Enfin, vous déconnez. Et
elles l'ont très mal pris. Mais en réalité, c'est juste à côté de Paris, un tribunal juste à côté de Paris. Nous n'obtenions pas l'exécution des TJ. À tout niveau. C'est-à-dire, Vous pouvez. mais à un point. Je ne vais pas répéter ce que je dis tous les matins, rien ne marche dans ce pays. Donc, mais un point. Voilà. Désolé, je dis, rien ne marche parfaitement, en tout cas, dans ce pays. C'est pour ça qu'on a bon, votre bouquin, l'idée, c'est de dire il y a des choses qui changent ma vie. Quoi. Bon. Il y a surtout des modes de pensée. Oui. Bon, l'amour, mais par exemple, l'amour. Par exemple, vous avez dit, stylo en main, je ruminais sans fin que le quotidien était forcément une dégradation de la passion, sans avoir que c'en est le temple. Si on se voit tous les jours, on a parfois moins de désir pour l'autre. Non, c'est souvent ce qui arrive. Il faut s'aérer de temps en temps. Ça peut exister. C'est pas vrai. Bon, c'est pas vrai. C'est ce qu'on me donne. C'est ce que j'entends en tout cas. Je parle pas. Oui, c'est ce que je croyais. Ouais. Bon. Et puis toutes ces précautions. Et il y a dans ce livre, mais je ne vais pas parler de cette femme qui domine le livre, qui est la vôtre. Oui. Bon, vous l'avez tout le temps, toujours. Par exemple, vous pourriez être uniquement avec elle, toujours et tout le temps. Mais ça va de soi. En autarcie, il dit. En autarcie. En autarcie. C'est une femme qui est entrée dans ma vie. Oui. À cause de Covid, nous n'avons pas pu nous toucher ni nous voir pendant un an. Ah, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Et au bout de 6 mois, j'ai pris la décision pour elle de me faire une vasectomie sans l'avoir vue, puisqu'on a choisi un mode de contraception. J'ai acheté une maison sans l'avoir vue avec elle. C'est-à-dire que vous ne connaissiez pas son visage ? Non, par vidéo. Quand même. Mais je ne l'ai jamais touché. Et je suis rentré dans une agence immobilière. Je suis tombé sur un autre magicien. Oui. Et je lui ai dit, je voudrais une maison pour une femme que je n'ai jamais vue. On a acheté cette maison. Vous l'aviez vue. Vous connaissiez son visage. Mais vous n'aviez jamais consommé, si j'ose dire. Jamais touché. C'était pur. Oui. Et elle a pendant un an acheté sur Le Bon Coin des meubles. Et un jour, elle est rentrée dans la maison où il y avait tous les meubles que je suis allé chercher. Elle est rentrée dans la réalité de notre roman. Donc, on peut s'aimer autrement. La tête de Gérard Leclerc, là, c'est quelque chose. Non, mais on peut, mais vous avez raison. Mais moi, je veux dire, l'amour est beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine. C'est-à-dire ça m'est arrivé, jamais de ma vie, je n'aurais pensé vivre un truc pareil. Bon. Mais au-delà de l'amour... Donc là, par exemple, vous êtes sûr que vous mourrez tous les deux ensemble ? Oh oui, bien sûr. C'est pas possible que dans 5 ans, si vous revenez sur ce plateau, il n'est pas possible que vous soyez séparés. Il fera un autre livre. Non, cette question me brûlait les lèvres. Pas du tout. Pas du tout. Mais non, parce que l'amour absolu est un changement absolu. Bon. Mais parce que l'amour absolu. Oui, c'est un changement absolu. Mais absolu en quoi ? C'est quoi alors ? Je vis l'original de chaque mot avec elle. C'est-à-dire que je redécouvre totalement la plénitude de chacun des mots qui font ma vie. Là, c'est la tête de Pascal. C'est complètement autre chose. Je veux dire, lisez le livre. Mais, je l'ai lu. Surtout, à l'intérieur du livre, il y a surtout plein d'autres penseurs. Oui. Et si j'écris ce livre, c'est parce qu'en ce moment, on est bloqué. Et il y a plein de gens qui ont pensé complètement autrement, par exemple l'économie, que l'on n'étudie même plus. Il y a plein de gens qui ont pensé complètement la politique autrement. Et je vais prendre un exemple. On s'est tellement habitué à ce que la politique, ce soit un truc tout petit, qu'on oublie qu'il y a eu, par exemple, au XIVe siècle, un homme qui s'appelle Friedrich Hohenstaufen, que vous citez évidemment, qui est le contemporain de Saint-Louis. Et comme lui est arabophone, il est empereur d'Occident, mais il a grandi en Sicile, il est au courant que la science expérimentale arabe existe. Et il comprend que c'est la pensée moderne. Il va prendre un décret impérial pour importer dans nos universités d'Occident des professeurs de sciences expérimentales arabes. Il prend la décision politique de changer le mode de pensée des Occidentaux. Et il y arrivera. Eh bien, nous sommes aujourd'hui ses héritiers. Alors, comme il nous reste 1 minute 30 et on est toujours vraiment à courir vers le temps, nous avons une nouvelle rubrique qui s'appelle « Un mois Xotec », puisque notre ami, chaque semaine, va nous présenter un classique. Alors, il a 45 secondes. Alors, oui. Juste. Vous faisiez ça à Canal, d'ailleurs, quand j'étais encore étudiant. Je ne savais pas qu'on serait ensemble. Oui. Yann est connu parce qu'on le voit à la télé. Oui. La vraie vérité, c'est que c'est un immense écrivain. Oui. C'est un immense styliste. C'est surtout un très, très grand styliste. Donc, quand on sera tous morts, certains des livres de Yann resteront.
J'en profite parce que Merci, Alexandre. Bon. ça se présente. D'accord. Voilà. Jingle. Et je me souviens que vous faisiez ça sur Canal, dans une émission de Gildas, notre maître à tous, et où vous présentiez un bouquin, j'étais encore étudiant, ça doit être 84, 85 ou 86 sur Canal. Hein, je m'en souviens très bien. Bon, vous avez 45 secondes. Ok, voici un livre qui a changé ma vie, L'expérience intérieure de Georges Bataille. Qu'est-ce que c'est que l'expérience intérieure? C'est la littérature, en fait. C'est-à-dire quelque chose qui fait que le lecteur va avoir l'impression d'avoir une vie multipliée par 2 en lisant. Mais l'écrivain doit s'intéresser, nous dit Bataille, à une seule chose, l'expérience des limites. C'est-à-dire que la littérature doit commencer à partir du moment où on ne peut plus dire les choses. À part le silence, le cri et les larmes, qu'est-ce qui peut rentrer enfin dans le dur du réel? La littérature. Et le métier de l'écrivain, c'est de dire par exemple la guerre, l'inceste, le viol, la mort, tout ce qui est impossible. Donc pour Bataille, communiquer cet impossible, communiquer l'horreur, communiquer le néant, c'est le devoir de la littérature et il faut le faire de la manière la plus absolue possible, sans fausse monnaie. L'expérience intérieure, accessible, c'est facile. Non, c'est une expérience aussi de lecture, c'est-à-dire qu'il est normal de ne pas tout comprendre à la première lecture. Et c'est aussi une manière de montrer qu'en fait, la seule chose qui vaille comme divinité, c'est l'homme. Et c'est la parole littéraire, non pas celle de Dieu. Immense écrivain, génie total. L'expérience. Ça doit dater ça de 1943, la première édition. L'expérience intérieure. Un génie. Audrey Berthaud. Deux mois après la démission du Premier ministre Boris Johnson, les Britanniques vont enfin savoir cet après-midi qui va lui succéder. La ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, est la grande favorite. Elle devrait, sauf surprise, être proclamée vainqueur du vote interne des conservateurs. En France, le gouvernement présente mercredi en Conseil des ministres un projet de loi pour prolonger les règles actuelles de l'assurance chômage jusqu'à fin 2023. Au-delà de la prolongation des règles, l'exécutif veut déjà négocier une nouvelle réforme ou à défaut décider seul. Enfin, à Grenoble, les cantines des écoles publiques ne proposeront plus que des plats végétariens. C'était l'une des promesses de campagne d'Éric Piolle, le maire de la ville, pour lutter contre le réchauffement climatique. Si certains veulent donc manger de la viande ou du poisson, il faudra faire la demande à l'établissement. Mon Dieu, Alexandre Jardin, Les Magiciens, ça a été trop court, bien évidemment, mais dans cet ouvrage, Alexandre Jardin consacre un chapitre par personnage, éléments, événements, situations qui ont changé sa vision des choses, qui ont changé sa vie, comme le feraient des magiciens. Changer la vie, c'est un des slogans de la campagne de 81. Ils ont changé ma vie, ils peuvent changer la vôtre. C'est chez Albin Michel. Merci. J'ai lu en une nuit, ça se dévore. Hein. Une nuit. Et écoutez, ça sera vraiment avec... de toute façon, maintenant, on ne mangera plus que des livres. Hein, c'est un des meilleurs livres d'Alexandre, je pense. Au rythme où on nous allait, puisqu'on va plus. Audrey Missirac-Été à la réalisation, à l'image, Maurice Pierre au son, Arnaud Portelas. Merci à Marine Lançon qui était là, à Corentin Brio et à Jacques de Brion. Corentin Brio et Jacques de Brion. Merci à tous. Marc Morandini dans une seconde et c'est toujours un plaisir d'être avec vous, cher Gérard.